WatchGuard France, merci donc de nous avoir rejoints pour ce webinaire concernant l'utilisation abusive d'Internet en entreprise. Cette session va durer un petit peu moins d'1 heure. Dans la première partie, nous allons voir justement comment Internet est devenu omniprésent, aussi bien à titre professionnel que personnel. Nous verrons dans un deuxième temps quels sont les moyens à mettre en œuvre justement pour prôner un usage raisonnable et ponctuel d'Internet en entreprise. Et nous terminerons donc sur le volet de la charte informatique qui est quelque chose de tout à fait important dans cette dynamique. Je vous invite donc au cours de la présentation à poser vos questions via l'outil de chat intégré à GoToWebinar. On tâchera d'y répondre au fil de l'eau. Et s'il y a des questions qu'on n'arrivait pas à traiter, on reviendra de toute façon vers vous dans l'après-midi. Donc concernant effectivement Internet, que ce soit d'ailleurs dans les collectivités ou les entreprises, quand on essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, on se rend compte qu'Internet fondamentalement est quand même un espace de liberté. Il y a eu d'ailleurs encore récemment beaucoup de débats à ce sujet. Et faire rentrer finalement un espace de liberté dans le monde de l'entreprise, qui sous-entend réglementation et pouvoir de direction, ça fait un postulat de base qui est déjà quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Quand on sait ensuite qu'en France, l'employeur est responsable de l'agissement de ses salariés, donc ça c'est pas quelque chose de nouveau, ça date du Code Napoléon, eh bien on constate qu'effectivement un salarié qui fait finalement n'importe quoi au travers de l'accès Internet de son entreprise pendant ses heures de bureau, eh bien ça peut avoir une incidence au niveau juridique pour l'employeur. C'est ce qu'on verra d'ailleurs en détail juste après. Il me semble d'ailleurs que j'ai un extrait de cet article 1384 qui est tout à fait croustillant, où à l'époque donc il était dit que on doit répondre des gens donc qu'on a sous sa garde et les maîtres et les commettants du dommage causé par leur domestique. Donc aujourd'hui on n'appelle plus ça un domestique mais un salarié. Et donc ça veut dire qu'effectivement quand un salarié agit mal, eh bien ça peut se retourner contre son entreprise. Par rapport à ça, je vais vous donner un exemple très bête, c'est celui des pots qu'on avait l'habitude de faire le vendredi soir en entreprise. Eh bien il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui l'ont carrément interdit parce qu'elles se sont rendues compte qu'un salarié finalement qui, avec en plus son véhicule de fonction, peut écraser quelqu'un ou je ne sais quoi, eh bien ça peut avoir énormément d'incidence. D'où les nombreuses entreprises aujourd'hui qui l'ont carrément interdit. Eh bien vous allez voir que c'est la même chose avec Internet. Si on n'a pas mis un cadre et si on n'a pas dit clairement effectivement ce qui était toléré ou pas, eh bien ça peut se retourner contre l'entreprise. Donc il s'agit bien, vous le verrez, de mettre en place des dispositifs de nouvelle génération pour cadrer justement notamment tous les problèmes liés au flux chiffré, mais aussi de bien fixer une règle du jeu, donc autrement nommée charte informatique, et avoir la capacité finalement main dans la main avec la direction générale et la DRH de bien suivre justement ces règles. Par rapport à tout ça, il y a eu aussi cette fameuse loi Hadopi dont on nous a rabattu les oreilles pendant plus de 4 ans, qui a eu un certain nombre finalement d'effets, notamment donc par rapport au téléchargement illicite, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et elle a eu au moins le mérite de mettre en avant la notion de délit de négligence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement clair. À partir du moment où une entreprise met à disposition de ses salariés un moyen de communication, eh bien, elle est dans l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trop souvent, les dirigeants attendent qu'il y ait un problème pour finalement réagir. Mais là, dans ce cadre-là, le jour où il y a un problème, ce sera trop tard et on pourra reprocher effectivement à l'employeur d'avoir été négligent. Donc ça, c'est un concept qui est extrêmement fort, qui est d'ailleurs très parlant aux dirigeants, donc beaucoup plus que ne pourrait l'être un HTTPS, un IPS ou un acronyme comme ça, on a trop l'habitude d'utiliser justement face à ces populations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important et il peut y avoir effectivement une incidence. Surtout d'ailleurs, quand il y a des environnements tels que des bibliothèques ou des écoles, où là, on n'a juste pas droit évidemment à l'erreur. Donc on a essayé sur cette slide de résumer finalement quelles étaient les 5 problématiques les plus courantes. Et ce qui est, je crois, remarquable, c'est que ces problématiques-là sont aussi bien visibles dans des grands comptes que des entreprises de taille intermédiaire, que finalement des TPE et des PME. Le premier constat qu'on fait aujourd'hui en 2015, c'est que finalement, la frontière entre vie pro et vie perso n'existe quasiment plus. Et on l'a bien cherché, puisqu'on a tous aujourd'hui des smartphones, des ordinateurs portables, une utilisation abusive aussi de nos messageries professionnelles. Et du fait que cette frontière n'existe quasiment plus, eh bien, il y a des salariés qui travaillent effectivement de chez eux, mais ce qui peut avoir un intérêt
au niveau de la productivité et de la flexibilité. Mais l'inverse, la réciproque aussi est vraie, dans la mesure où il y a de plus en plus de salariés, quand ils sont au bureau, qui se croient un petit peu chez eux. Donc ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, et on verra comment justement on peut mettre en place ce cadre, avec des technologies, mais aussi avec une charte, pour que les choses soient bien claires. Deuxième constat qui est totalement remarquable en 2015, c'est que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous dire que Internet, ça rame. Et on l'a vu de plus en plus d'ailleurs dernièrement, avec des problèmes tels que la bande passante pour faire de l'Office 365 correctement, ou les Windows Update qui arrivent sans prévenir et qui permettent évidemment d'avoir les derniers correctifs de sécurité, mais qui empêchent les salariés pendant souvent même plusieurs heures d'avoir un accès à Internet qui tient la route, puisque l'essentiel de la bande passante est utilisé par la descente de ces mises à jour. Donc ça, c'est un point qui est absolument important. Et dans cette perspective-là, justement, WatchGuard va vous permettre, en reprenant le contrôle justement de la bande passante, de faire des choses simples et efficaces pour éviter justement les goulets d'étranglement. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour tous ceux d'entre vous justement qui veulent tolérer la descente des correctifs de sécurité, mais les contrôler par exemple à moins de 10% de la bande passante, pour ceux d'entre vous aussi qui voudraient privilégier la SDSL pour des flux métiers, que ce soit Office 365, Sage ou une base Oracle, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui avec les pare-feux de nouvelle génération et qui permettent finalement d'aller chercher des retours sur investissement très facilement. On a comme ça des clients qui étaient sur le point de doubler leur SDSL parce que c'était devenu infernal au niveau de la productivité. Eh bien, on a pu prouver dans cette problématique-là qu'on avait un retour sur investissement puisque au lieu de doubler la SDSL, on met en place une politique de sécurité qui intègre justement la gestion des flux applicatifs. Et du coup, tous les boîtiers WatchGuard peuvent aussi gérer plusieurs lignes, c'est ce qu'on appelle le multi-one. Et donc, ça a été très facile derrière d'ajouter une ou deux petites ADSL à pas cher pour justement router le flux non prioritaire tel que YouTube et autres vers ces petits liens. Donc ça, encore une fois, j'insiste, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant pour vendre aux directions générales du bénéfice, de la valeur, sans mettre en avant finalement des technologies très pointues de sécurité qui malheureusement sont très difficiles à faire adopter aux décideurs. Troisième constat, en 2015, c'est que évidemment Internet est vecteur numéro 1 en termes de menaces. Et par rapport à ça, beaucoup de clients justement s'étaient dit, ok, puisqu'Internet ça peut être vecteur de menaces, eh bien je vais bloquer tout simplement tous les sites web de mauvaise réputation. Eh bien, ces gens-là se sont rendus compte que finalement, bloquer les sites web de mauvaise réputation, c'est bien, mais il y a aussi des sites web de bonne réputation qui malheureusement finissent par véhiculer du code malveillant. Alors, comment c'est possible? Bien, par rapport à ça, je vais vous donner une statistique qui est extrêmement claire, c'est que plus de 10% des sites web dans le monde, qui est énorme, fonctionnent sous WordPress et Joomla, qui sont très bonnes plateformes, mais comme tous les logiciels du monde, ces logiciels-là sont faillibles. Donc, il y a des correctifs de sécurité, évidemment, qui sont développés. Le problème, c'est que très souvent, ces correctifs de sécurité mettent des semaines, voire des mois à être installés, voire ne sont jamais installés carrément. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a entendu parler dernièrement, très souvent, de défaçage de sites web. Vous savez, des sites web qui étaient pris en contrôle, et il y a des gens qui s'amusaient à changer effectivement la page d'accueil. Eh bien ça, c'est simplement des hackers qui n'ont même pas besoin d'être chevronnés, qui s'appuient sur des failles de sécurité connues et qui vont effectivement prendre possession du site. Ça veut dire que finalement, n'importe quel site, y compris un site web de bonne réputation, à un moment donné, peut véhiculer du code malveillant, tout simplement parce que c'est un jeu d'enfant finalement, d'injecter du code malicieux sur notamment des failles qui sont déjà connues. Donc ça, c'est extrêmement clair aujourd'hui. Il faut avoir un pare-feu au périmètre qui est capable d'analyser tout ce qui rentre, mais aussi tout ce qui sort, on verra pourquoi tout à l'heure, y compris donc pour des sites web de bonne réputation. Quand en plus on a la capacité d'utiliser ce qu'on appelle des proxys transparents pour réécrire proprement le protocole justement pour éviter que des gens utilisent des failles qui ne sont pas encore colmatées, eh bien là on a quelque chose de tout à fait efficace. Quatrième constat, qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que le téléchargement illicite de fichiers aujourd'hui en France est devenu littéralement un sport national. Et quand on en discute ouvertement avec les salariés, des gens nous disent « Oui, mais à la limite, je suis majeur et vacciné, donc je fais ce que je veux. Si je veux télécharger de chez moi, ok ». Et vous verrez juste après que le téléchargement illicite de fichiers a aussi un impact en entreprise
Et là aussi, d'un point de vue juridique, ça peut avoir des implications, pardon. Et j'utiliserai un exemple extrêmement frappant par rapport à ça tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, il y a aussi tous les salariés qui confondent vie pro et vie perso avec la messagerie d'entreprise, qui contient donc votre nom de domaine. Et là, en termes de réputation, ça peut être catastrophique, puisque si ces gens-là vont communiquer sur des forums, notamment en utilisant votre nom de société, eh bien, ça peut effectivement avoir des répercussions. Donc, vous voyez que sur ces 5 classiques, il ne s'agit pas de parler d'une nouvelle faille qu'on a découverte dans une centrale nucléaire au fin fond de la Chine ou en Iran. C'est vraiment, finalement, quelque part des problèmes de comportement qui mènent effectivement à des problèmes de bande passante, de productivité, de responsabilité. Eh bien, c'est dans cette perspective-là, finalement, que WatchGuard va apporter de la valeur avec nos partenaires pour vous aider justement à mettre en place ces projets. Par contre, une objection extrêmement classique, c'est oui, mais j'ai pas besoin de vous, j'ai déjà un antivirus ou un pare-feu personnel sur mon poste. Et ça, je peux vous dire qu'en 2015, c'est un argument qu'on entend encore très régulièrement. Donc évidemment, il faut continuer à avoir un antivirus personnel et un pare-feu personnel, notamment sur ses serveurs et ses postes de travail. Mais on va voir ensemble que la donne a totalement changé, notamment dans la perspective des cryptolockers, j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Tout ça fait que même si ça reste important d'avoir des antivirus et des pare-feux personnels, c'est devenu tout à fait insuffisant. Notamment à cause de ces problèmes de comportement, où finalement, en France, il y a eu quand même, ces 4 dernières années, plus de 2 millions d'internautes, donc pas 10 000 ou 20 000, mais 2 millions d'internautes qui se sont fait prendre en France la main dans le sac à télécharger illicitement. Et encore une fois, chacun est majeur, entre guillemets, donc on peut, si on souhaite à la limite, pourquoi pas, de chez soi, faire ce genre de choses. Le problème, c'est que quand vous avez plus de 2 millions de personnes qui se font attraper et qui reçoivent un mail, même si ça a fait couler beaucoup d'encre et qu'au final, il y a eu très très peu de condamnations, eh bien, un utilisateur lambda, quand il reçoit ce mail, il se dit, oulala, c'est finalement dangereux de le faire de chez moi, donc je vais le faire du bureau. Et comme ça, des gens nous ont dit gentiment, mais de toute façon, ça gêne personne, je le fais entre midi et 2. Alors figurez-vous que le droit d'auteur existe aussi entre midi et 2. Et on a eu comme ça un scénario absolument merveilleux, où un client n'arrivait plus à terminer ses sauvegardes externalisées le soir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé un audit au niveau donc des flux applicatifs à un partenaire WatchGuard. Donc là, on a posé un boîtier rouge WatchGuard sur un port en réplique de l'accès Internet, donc il n'y a même plus besoin de se mettre en coupure, on va simplement écouter ce qui se passe au niveau de l'accès Internet. Et là, en quelques jours, on a vu quelque chose de tout à fait remarquable. C'était un salarié qui, le soir, laissait sa machine allumée au bureau, donc il éteignait son écran, mais il laissait son UC allumé. De chez lui, donc perso, il revenait au bureau avec un logmin qui était donc chiffré de la tête aux pieds, donc c'est la même chose d'ailleurs pour un TeamViewer, tout ça fonctionne via le port 443. Et là, tranquillement, de chez lui, il pilotait effectivement le téléchargement d'intégrales de séries télé, de Blu-ray RIP, de jeux Xbox à 8 Go de bout, etc. Et évidemment, comme il faisait ça via le protocole uTorrent, tout ce qui descendait, donc il explosait déjà le download, eh bien, tout ça était repartagé avec la terre entière, donc il éclatait le download et l'upload. Donc là, évidemment, c'est dramatique d'un point de vue légal, puisqu'en termes de droit d'auteur, vous imaginez, comme ce nœud, ce poste, devenait un nœud de partage au niveau uTorrent, au niveau international, donc je ne vous raconte pas. Et surtout, donc, comme le flux descendant et montant était saturé, le client n'arrivait plus, bien sûr, à finir ses backups externalisés. Et je peux vous dire qu'en ce moment, à cause des cryptolockers, le backup externalisé, c'est quelque chose de totalement stratégique. J'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. Donc, vous voyez que par rapport à ça, c'est plus de la science-fiction. Souvent, en séminaire, on parle de zone tirée de téléchargement ou bêtement de Game of Thrones, etc. Et quand on voit le nombre de gens que ça fait sourire, on se dit, ah oui, effectivement, c'est devenu un phénomène de société. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui de bien faire la part des choses et d'expliquer à un salarié que finalement, même s'il regarde une série télé, sa série télé préférée en streaming entre midi et 2, eh ben, c'est pas parce que c'est du streaming que c'est légal, d'accord? Donc par rapport à ça, il y a vraiment, je crois aussi, de la communication à mettre en œuvre. À côté de ça, donc on a des journaux non techniques comme les Écoles, Nouvelle Obs, etc., qui ont fait des doubles pages, non plus sur l'Adopi parce que ça intéressait personne, mais sur comment contourner justement ce genre de choses. Et du coup, on s'est bien marché sur la tête puisqu'on a éduqué des gens non techniques
pour masquer leur flux. Donc là, on a pris l'exemple d'Ultrasurf, qui est quand même un outil disponible sur télécharger.com, donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un hacker chevronné. Ultrasurf n'étant pas à proprement parler un outil de hack ou de téléchargement, c'est un outil d'anonymisation. Souvenez-vous, Internet, espace de liberté, etc. Mais cet outil-là, dans la perspective de la glande au bureau, c'est magnifique parce que il va simplement s'exécuter sur le poste, donc il n'a même pas besoin de s'installer. Il n'a pas besoin de mettre de clé de registre ou de DLL, il a simplement besoin de s'exécuter. Il va ensuite aller voir le pare-feu d'ancienne génération, donc sachant qu'en France, plus de 95% des pare-feux sont des pare-feux d'ancienne génération, sous-entendu des pare-feux qui savent seulement travailler avec des ports et des protocoles, comme il y a 25 ans. Sauf qu'un pare-feu à l'ancienne, aujourd'hui, il ne peut pas bloquer le port 80 et le port 443, sinon c'est simple, il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a pas que Facebook ou Dropbox, il y a aussi des applications métiers comme Salesforce, etc. Donc tout le monde utilise l'HTTPS aujourd'hui. Et donc Ultrasurf, étant un proxy extrêmement dynamique, va même transpercer la plupart des solutions de filtrage d'URL. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a vulgarisé ce genre d'outils, donc évidemment tout ce qui est bypass proxy et tunnel, donc tous les OpenVPN, etc. Et en définitive, le problème majeur qu'on va traiter finalement, c'est le flux chiffré en entreprise. D'où la nécessité effectivement de mettre en place l'inspection HTTPS, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Quand à côté de ça, on se rend compte que déjà en février 2011, on avait des sites comme Le Bon Coin, partypoker.fr, Mega Upload, Feu Mega Upload, qui était quand même numéro 45 à l'époque. Et surtout quand on constate ici que finalement tous à titre professionnel et privé, c'est des sites qu'on utilise au moins une fois par semaine, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de mettre en place ce qui est nécessaire et suffisant pour cadrer cet usage raisonnable et ponctuel d'Internet. Quelques chiffres qui sont ici extrêmement éloquents. On a quand même en France plus de 28 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook, ce qui est tout à fait énorme. Donc Facebook aujourd'hui étant aussi un problème en entreprise, puisqu'il y a un vrai problème d'addiction, je pense, par rapport à ça. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se disent entre guillemets jeunes, qui ne peuvent pas d'un côté communiquer sur Facebook et de l'autre interdire à leurs salariés d'aller aussi sur Facebook. Donc on verra que dans cette perspective-là aussi, WatchGuard peut vous apporter une solution extrêmement pragmatique et réaliste. Donc d'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent obtenir la présentation, le support au format PDF ou PowerPoint, n'hésitez pas à en faire la demande simplement à france@watchguard.com ou à m'envoyer un mail directement à pierre.podgi@watchguard.com. Donc le surf au bureau, en définitive, à titre perso, il faut, je crois, le tolérer, mais dans des proportions tout à fait raisonnables. Quand on parlait effectivement d'usage raisonnable et ponctuel d'Internet en entreprise, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de la société d'avoir cette tolérance-là. Mais on a d'ailleurs une campagne qui vient de sortir à ce sujet. On ne peut pas laisser faire finalement ces abus parce que ça représente jusqu'à 4 000 € de perte en productivité par salarié par an. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait énorme. Donc il y a plus de 77% des salariés qui avouent effectivement consulter les réseaux sociaux à partir d'un ordinateur professionnel. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est un grand classique. Et on se rend tous bien compte qu'effectivement, tout cela est quand même absolument chronophage. Je vais vous donner d'ailleurs encore un autre exemple tout à fait classique en ce moment, celui des sites comme Auchan Drive ou Leclerc Drive. Très souvent, des salariés nous disent « Oui, mais voilà, il est 4h30, je suis au bureau et puis je vais me faire un petit panier vite fait, puis j'irai chercher mes courses après le bureau. » Le problème, c'est que dans le monde de l'Internet, le 5 minutes vite fait, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous commencez à faire votre panier, et puis il y a la promo de ceci, la promo de cela, et au lieu de 5 minutes, vous y êtes pendant une demi-heure, voire 1 heure. C'est comme le salarié qui vous dit, oui, mais c'est le temps de ma pause, je fais ce que je veux entre midi et 2. Ben non, c'est pas possible, parce que le salarié qui commence un petit party poker avec des copains à 13h, ben très souvent à 15h, il y est encore. Et donc, il faut avoir effectivement des solutions qui permettent cette tolérance, mais qui recadrent effectivement, donc vous le verrez notamment avec des quotas en temps et en volume qu'on peut aujourd'hui mettre en place avec WatchGuard. Donc sur les différentes analyses qui ont été faites sur ce surf au bureau, il y a du téléchargement illicite, il y a de la pornographie aussi, ça c'est absolument hallucinant, des jeux en ligne, donc là il y a aussi un vrai problème d'addiction, clairement, du streaming audio et vidéo qui est extrêmement coûteux en bande passante, avec un grand classique ici, on le voit notamment sur les différents audits que font nos partenaires WatchGuard,
C'est des salariés, notamment des jeunes salariés qui écoutent de la musique parce que c'est toléré par leur chef de service ou autre. Sauf que pour écouter de la musique aujourd'hui, il faut comment? Ils vont faire des playlists sur YouTube qui vont inclure des vidéoclips en haute définition. Donc sans le savoir, en écoutant finalement l'audio de ces vidéoclips, ils vont éclater la bande passante parce que dans le tuyau va passer ce vidéoclip en haute définition. Donc c'est ça qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a souvent des salariés qui, sans le savoir, vont mettre en danger l'entreprise et en termes de bande passante et même en termes d'attaque. Avec un classique, c'est les salariés qui, le week-end, installent un petit client uTorrent pour récupérer leur série préférée, sauf qu'ils n'ont pas capté que le uTorrent, il se met dans le groupe de démarrage, et du coup, le lundi matin, quand ils reviennent au bureau, eh bien, ils vont partager avec la terre entière toutes les séries télé qu'ils ont ramenées sur leur disque dur. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, encore une fois, c'est un grand classique aujourd'hui. À côté de ça, donc, on a les sites de commerce en ligne. Donc, on a l'occasion d'aller souvent en clientèle, et quand on y va à l'occasion des soldes, on se marre parce que on voit très bien sur les écrans les sarenza.com ou autres qui traînent un petit peu partout. Encore une fois, quand c'est fait d'une manière raisonnable, ça pose de problème à personne, mais tout ça est quand même fondamentalement addictif. Et donc, pour terminer, il y a aussi cet aspect réseaux sociaux. Donc, par rapport à ça, vous voyez bien que c'est une situation qui est déjà existante, hein, c'est pas dans 3 ou 5 ans. On n'est pas en train de faire de l'évangélisation sur des nouvelles menaces ou des nouvelles technologies. Je pense qu'on est dedans et j'aurais presque tendance à dire on y est jusqu'au cou. Et donc, une des premières choses à faire, c'est quand même de mettre en place du filtrage d'URL. Et il y a seulement quelques années, beaucoup de clients, notamment des PME ou des TPE, nous disaient « Oui, mais pas de ça chez nous, on se connaît tous, on est une dizaine de personnes, etc. » Et puis, de plus en plus, même ces clients-là nous disent « Ah oui, mais il y a le stagiaire, vous savez, le gamin sympa, là, le cousin de je sais pas qui, là, bah lui, entre midi et deux, il faut voir ce qu'il se met sur Internet. » Et pas que des trucs jolis. Après, il y a tout le problème aussi des prestataires externes. Donc finalement, mettre en place du filtrage d'URL, c'est quelque chose de fondamentalement important parce que c'est un outil de communication. Ce qui veut dire que quand vous avez un salarié malveillant qui va entre midi et deux pour déconner, aller sur YouPorn par exemple, eh bien, et quand il va se prendre un warning qui dit ce site ne fait pas partie de la politique de sécurité de l'entreprise, ça va le calmer. Et donc ça, c'est de la communication. Et faire de la sécurité, c'est aussi faire de la communication. Donc ne vous privez pas de cet outil de filtrage d'URL qui en plus chez WatchGuard est extrêmement facile à mettre en œuvre. On vous propose plus de 120 catégories, y compris donc des catégories pour empêcher des virus nouvelle génération de parler de l'intérieur vers l'extérieur avec des centres de commande avec du flux chiffré. Donc ça c'est vraiment quelque chose de basique mais d'important à mettre en œuvre, y compris donc pour vos visiteurs, pardon, à qui vous donneriez un accès Wi-Fi. Donc ça aussi le Wi-Fi, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc faire du filtrage d'URL, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que énormément d'applications aujourd'hui travaillent sur des flux chiffrés. On a parlé d'Ultrasurf, mais c'est vrai aussi avec Skype, c'est vrai avec uTorrent, ça peut être vrai aussi avec BitTorrent, etc. Donc, continuer à utiliser un pare-feu traditionnel, c'est quelque part se mettre en danger justement sur de la perte de productivité aussi par rapport à des attaques. Donc tous les boîtiers WatchGuard, que ce soit des petits boîtiers pour les TPE à quelques centaines d'euros, ou des avions de chasse avec 25 ports giga et des ports 10 giga, eh bien tous ils peuvent faire ce qu'on appelle du contrôle d'application. C'est-à-dire qu'au-delà de mettre en place des règles sur des ports et des protocoles, on va aussi et surtout être capable de mettre en place des règles sur des catégories d'applications. Donc typiquement l'Ultrasurf dont on a parlé tout à l'heure, en quelques clics, très facilement, vous allez dire « je n'en veux pas ». Ensuite, tous les outils de prise de main à distance, on va les réserver strictement à des gens qui font partie du groupe informatique. Donc les boîtiers WatchGuard vont pouvoir s'appuyer par défaut sur vos annuaires d'entreprise. Si vous êtes une TPE ou une PME et que vous n'avez pas d'annuaire d'entreprise, pas de souci, on peut vous créer des comptes dans le boîtier et établir des règles donc, par rapport à ça. On va ensuite retrouver donc tout ce qui est chat, tout ce qui est outils de réseaux sociaux, etc. et mettre en place des règles. Ce qui est par contre très apprécié, c'est que ces règles-là s'appuient sur des groupes. Pourquoi c'est important? Parce que si vous mettez en place une règle explicitement sur un outil comme Ultrasurf, vous pensez bien que des nouveaux Ultrasurf, il en sort chaque semaine. Donc vous n'allez pas passer 2 heures par jour à faire de la veille techno pour voir s'il n'y a pas un nouvel Ultrasurf justement qui vient de sortir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vos boîtiers, en général, sont vendus avec 3 années de service de sécurité et ils vont continuer à recevoir au fil de l'eau donc des signatures IPS, des signatures antivirales, des nouveaux sites web à filtrer
mais aussi et surtout des nouvelles signatures au niveau contrôle d'application. Donc c'est nous, au niveau international, qui allons faire cette veille pour vous. On a en plus d'un million de boîtiers dans le monde, donc il y a ce volume-là qui est extrêmement intéressant. Et ça permet effectivement d'avoir des boîtiers à moyen et long terme qui restent effectivement sécurisés. Ensuite, en termes de granularité, ce qui est très apprécié, c'est que au lieu de bloquer bêtement Facebook ou YouTube, on peut tolérer, par exemple, l'usage de Facebook sur un groupe de salariés, par exemple le groupe communication ou culture, mais dans Facebook, on bloque les jeux et les sites de rencontres. Et ça, c'est extrêmement apprécié, notamment par les DRH, parce que, entre guillemets, vous pouvez mettre de l'eau dans votre vin. Donc, vous tolérez un usage, mais vous le contrôlez. Et quand, dans Facebook, vous interdisez les jeux et le chat, par exemple, eh bien, forcément, vous avez un compromis qui est tout à fait intéressant. Autre exemple avec Instagram, qu'on peut tolérer, donc, en lecture pendant que les salariés sont au bureau, mais on interdit, donc, de l'écriture sur Instagram à partir du bureau. Donc, ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Et ces mêmes catégories d'applications vont pouvoir être utilisées pour faire de la gestion de bande passante. Avec un grand classique aujourd'hui, celui donc de la catégorie qu'on appelle streaming média, dans laquelle on va retrouver les YouTube, les Vimeo, etc. Et ça veut dire qu'on va pouvoir tolérer l'usage de YouTube, mais le cantonner à 20% de la bande passante. Ça veut dire qu'un lecteur YouTube aujourd'hui, avec WatchGuard, comme il va être jugulé en termes de flux, jamais il ira chercher de la haute définition. Donc mécaniquement, même si vous avez des salariés qui vont sur YouTube chercher du flux professionnel, et il y en a de plus en plus clairement aujourd'hui, nous-mêmes chez WatchGuard, on publie beaucoup de tutos, etc., ou même ces webinaires-là sont régulièrement postés sur YouTube. Donc c'est quand même dommage de se priver de ce genre d'outils et d'interdire bêtement que les salariés puissent y accéder. Donc grâce effectivement à la gestion de la bande passante intégrée par défaut sur tous les boîtiers de la gamme WatchGuard, on va permettre de tolérer certains usages, mais de les cantonner à un niveau de bande passante. D'ailleurs, on avait fait une campagne l'année dernière, au moment du Tour de France et de la Coupe du Monde de foot. Eh ben, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de patrons de PME qui en avaient marre de payer un accès à Internet une fortune pour que les gens aillent sur mytf1.fr. Donc ça, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui cadrer et qui sont extrêmement importantes. Je reprends l'exemple d'Office 365, encore une fois, qui est un grand classique où certains clients ils vont tête baissée en pensant avoir 4 mégas parce que sur le papier c'est marqué qu'ils ont une 4 mégas sur Internet ou une 8 mégas, mais finalement s'il reste que 30% de dispo sur cette bande passante là, forcément c'est de la régression et il y a des temps de latence qui sont absolument inacceptables. Donc n'hésitez pas non plus à mettre en avant les appliances WatchGuard sur ces problématiques de bande passante, puisque c'est quand même un très très bon moyen de faire valoir le bénéfice de cette solution à vos directions. La gestion de quotas, que ce soit des quotas en temps ou en volume, ça c'est aussi extrêmement apprécié. Donc vous allez pouvoir définir par exemple des groupes de salariés pour lesquels vous mettez un plafond. Même s'il est très haut, c'est quelque chose de très intéressant. Par contre, si vous laissez dans ces quotas des applications métiers telles que effectivement Office 365 ou simplement les mises à jour Microsoft, vous pensez bien que les quotas vont exploser. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut définir ces quotas, mais en excluant toutes les applications métiers. Donc, ce n'est pas des données qui seront effectivement faussées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, notamment par rapport, encore une fois, à des prestataires ou à des invités que vous mettriez sur votre accès Wi-Fi. Donc, si vous souhaitiez d'ailleurs en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité, Pascal Le Digol, chez nous, anime très régulièrement donc, ce type de session, avec des démos web aussi. Donc, si vous souhaitiez aussi avoir les dates des prochains webinaires, donc notamment les webinaires techniques, n'hésitez pas non plus à en faire la demande à france@watchguard.com. Ensuite, un point qui est extrêmement important, c'est que WatchGuard va vous accompagner à votre rythme. C'est-à-dire que même si on a des pare-feux multifonctions qui font beaucoup de choses, vous n'êtes certainement pas obligé de tout faire tout de suite. Et d'ailleurs, ce qu'on fait très souvent avec nos partenaires, c'est que dans un premier temps, le partenaire va mettre en place le boîtier en mode audit. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe pendant une semaine ou deux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir des métriques à un instant T qui permettront 6 mois plus tard de dire voilà d'où on vient, voilà où on est aujourd'hui, et vous allez comme ça pouvoir travailler sur un plan de progrès. Et une fois qu'on est conscient de toute façon d'une situation, on sait très bien qu'on a fait 50% du chemin, et c'est forcément plus facile de mettre en place derrière une politique de sécurité. À ce propos d'ailleurs, on a commencé les séminaires avec
notamment le cabinet FIDAL sur la partie charte informatique il y a 5 ans maintenant. Et beaucoup de clients à l'issue de ces séminaires nous disaient, c'est très intéressant la charte, mais on n'en a pas. Du coup, on va commencer par ça et on vous rappelle dans un an. Le problème, c'est que quand vous travaillez sur une charte sans prendre le temps d'auditer l'existant, eh bien, dans la plupart des cas, le jour où vous mettez la charte en production, eh bien, elle est obsolète parce qu'on n'avait pas imaginé que. Et je peux vous dire qu'en termes d'usage, ça va tellement vite sur Internet. Prenons l'exemple de Snapchat. Snapchat, il y a 18 mois, personne ne savait ce que c'était. Et aujourd'hui, c'est l'outil le plus populaire quasiment chez les jeunes générations. Eh bien, ça veut dire que en ayant cette capacité à faire un audit en amont, vous allez, au niveau de la charte informatique, finalement, vous donner les moyens de faire quelque chose de pérenne. Donc, si vous n'étiez pas prêt à investir tout de suite dans la solution, à demeure, donc n'hésitez pas à commander simplement un audit. On a énormément de partenaires qui savent le proposer aujourd'hui. Ça vous donnera effectivement cette visibilité. On a d'ailleurs des partenaires qui souvent offrent l'audit si vous gardez effectivement la solution in situ. Et une fois donc on a cette vision, on peut mettre en place donc soit une politique permissive et ou restrictive. Évidemment, la visibilité est essentielle dans cette logique d'usage raisonnable et ponctuel d'Internet. Donc, on a ici des très beaux outils avec des pics d'utilisation. Donc, quand vous avez des pics à 21h, c'est qu'a priori, il se passe des trucs quand même pas tout à fait normaux sur votre réseau. Donc, ça, c'est très bien, mais c'est souvent des outils réservés aux équipes techniques. Ça, c'est absolument inexploitable pour des gens non techniques. Donc, la bonne nouvelle avec WatchGuard, c'est qu'on fournit les deux par défaut chez nous. Donc, vous avez des outils techniques à destination des équipes ou simplement de nos partenaires donc pour des services managés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui font gérer leur boîtier par des gens dont c'est le métier, donc des partenaires certifiés WatchGuard, Gold ou Silver. Et du coup, en tant que client, vous recevez simplement des rapports hebdomadaires qui vous disent quels sont les top clients, les top sites web visités, les top applications, etc. Et surtout, vous avez accès donc à cette console qui s'appelle WatchGuard Dimension, qui est fournie donc par défaut, où vous aurez en dynamique des rectangles plus ou moins gros au niveau des sites web, des applications, des utilisateurs. Et là, on a un magnifique exemple, puisque quand vous avez un rectangle de cette taille-là avec marqué BitTorrent dessus, vous pouvez être certain qu'il y a effectivement du téléchargement illicite sur votre réseau. Autre point ici qui peut avoir de l'importance, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous disent, vous savez, chez nous, Internet Explorer, c'est le standard de facto parce qu'on a une appli métier, on a des applets Java, etc. Eh bien, quand les clients se rendent compte qu'ils ont du Safari, avec WatchGuard Dimension, on est capable de cliquer n'importe où et de tirer sur le fil pour savoir ce qui se passe derrière, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer de n'importe où, en partant de l'utilisateur, en partant de l'application, en partant des protocoles ou même du site web, par exemple. Et bien, grâce à ça, on met le doigt sur ce qu'on appelle le Shadow IT. On considère qu'aujourd'hui, il y a plus de 10% des dépenses informatiques qui ne passent plus par le service informatique. Exemple, des fois, vous arrivez en salle de réunion et vous voyez des dirigeants avec des MacBook Air qui ont été effectivement commandés sur le budget de l'entreprise, mais qui ne sont pas passés par la DSI. Autre point qui est très visible avec WatchGuard Dimension, c'est que on voit des fois passer du Salesforce.com sans que la DSI soit au courant, tout simplement parce que le service commercial s'est dit, tiens, puisque l'informatique est trop lente à nous donner notre CRM, et ben on va s'acheter nous-mêmes des licences. Sauf que faire du Shadow IT, donc acheter des licences comme ça coûte en bande passante et ça peut coûter en sécurité. Autre exemple qui est fabuleux, c'est Dropbox. Il y a un nombre de salariés incroyables qui utilisent Dropbox à titre professionnel, même pour partager entre des services, et la DSI est au courant de rien. Donc là, ce qui est très important avec WatchGuard Dimension, c'est qu'on va avoir cette visibilité, y compris sur des flux qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est très important avec WatchGuard, toujours dans cette notion d'audit, c'est que vous allez avoir de la visibilité, y compris sur ce que vous n'avez pas choisi de monitorer. Et c'est là qu'on fait une énorme différence avec des produits concurrents qui, via leur IPS, bricolent des choses pour arriver à détecter les applications. Bien là, avec WatchGuard, on a plus de 2000 signatures applicatives, y compris pour des flux chiffrés, qui vous permettent d'avoir une vision, y compris sur ce que vous ne connaissez pas. Donc là, on a cette même vision avec des salariés, donc attention, ne vous amusez pas à publier cette statistique à côté de la machine à café en entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure aussi par rapport à la CNIL. Ces informations-là sont nominatives. Donc vous pourriez les utiliser effectivement sur un prud'homme ou autre, mais à condition d'en avoir informé les salariés. Encore une fois, j'y reviendrai en fin de présentation. On a donc sur Dimension aussi ce qu'on appelle un tableau de bord exécutif.
Et sur une page web, vous avez la synthèse des top clients, des top domaines, des top URL, etc. Et vous avez même la possibilité en haut à droite de cliquer sur un bouton PDF pour générer un rapport de synthèse de moins de 10 pages en français que beaucoup d'ailleurs de responsables informatiques aujourd'hui utilisent en comité de direction. Donc ils donnent ça et ça leur permet effectivement de montrer qu'ils ont le contrôle. Donc ça c'est précieux parce que quand on a 4 produits différents pour faire pare-feu, filtrage d'URL, antivirus de passerelle et anti-spam, c'est impossible d'avoir une vision transverse de tout cela. Grâce à WatchGuard, parce qu'on a un boîtier multifonction extrêmement efficace, vous allez avoir cette visibilité et vous pouvez même recevoir de manière hebdomadaire une synthèse de tout cela directement dans votre email. On a aussi ce qu'on appelle donc Policy Map qui permet donc d'avoir une vision sur ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Et le problème dans les pare-feux, c'est que souvent on a plusieurs dizaines de règles et ça devient très compliqué rapidement de savoir quelles sont les règles qui matchent ou pas. Eh bien, grâce à Policy Map, qui est fourni aussi en standard, vous avez une vision graphique sur les règles qui matchent, notamment au niveau HTTPS. C'est très intéressant de savoir s'il y a beaucoup de flux, notamment, qui passent chez vous. Et ça permet de faire évoluer votre politique de sécurité. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une politique de sécurité qui reste statique. Comme on l'a dit tout à l'heure, les usages changent. Typiquement, il y a 3 ans, on faisait très peu d'inspections HTTPS. Aujourd'hui, c'est devenu un standard de facto parce que quasiment n'importe quelle appli web travaille sur le 443. Donc, c'est aussi très précieux d'avoir cette vision graphique des différentes règles. On va faire donc une petite parenthèse ici sur le fameux phénomène du BIOD que beaucoup de gens avaient considéré comme un phénomène de mode il y a quelques années, mais quand on sait qu'il se vend plus de smartphones que de PC depuis 2011 et que finalement même socialement, il y a plein de gens qui viennent en réunion avec leur propre iPad Air ou leur device perso, on se dit que finalement c'est pas prêt de s'arrêter. Donc le BIOD, effectivement, c'était à une époque des gens qui amenaient leur propre machine. Moi j'avais carrément vu d'ailleurs des salariés il y a 3-4 ans qui venaient avec leur IPC, vous savez quand c'était la mode des petits PC Asus, ça, et qui carrément, même dans certains cas, s'étaient mis un petit hub pour répliquer la RJ45 qu'il y avait sur leur station de travail, tranquillement. Ou alors il y a un autre grand classique, c'était l'imprimante réseau qui fonctionnait plus, tout simplement parce que quelqu'un avait shippé la RJ de l'imprimante pour mettre sur sa machine perso. Donc on a appelé ça le BIOD à une époque, Bring Your Own Device, et puis finalement on s'est dit non, les gens, ils se contentent pas de venir simplement avec leur matos, ils viennent avec leurs propres applications. J'en ai cité quelques-unes, Dropbox, uTorrent, etc. Et puis au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'ils venaient aussi avec leurs mauvaises habitudes, notamment de téléchargement, donc on a appelé ça le BYOX, X étant la variable dans l'équation. Et bien par rapport à ce phénomène-là, on a la chance chez WatchGuard d'avoir des bornes Wi-Fi qui sont pilotées directement par le pare-feu. Ça veut dire que le Wi-Fi, il est chez nous sécurisé par défaut. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est devenu extrêmement important, notamment dans une problématique de portail invité, puisque très souvent, des sociétés ont simplement mis une petite borne Wi-Fi dans une salle de réunion, et ça fait 5 ans qu'elles donnent la clé WPA à tous leurs visiteurs, donc je ne vous raconte pas la passoire en termes de sécurité. Et bien avec WatchGuard, par défaut, on vous fournit un portail qui est très simple à utiliser, que vous pouvez laisser à quelqu'un qui est à l'accueil, qui n'a aucune compétence en informatique. Et là, en 3 clics, on va être capable de créer très facilement une dizaine d'invitations où on va donc imprimer sur une imprimante existante un coupon sur lequel il y aura un login, un mot de passe et une expiration. Ça veut dire qu'avec WatchGuard, au bout de 4 heures par exemple, ces comptes-là deviendront obsolètes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des clients qui utilisent ça de manière détournée, notamment dans les bibliothèques, dans les mairies, où au lieu d'avoir 4 heures de validité, ces comptes ont une année de validité. Donc il y a plein d'usages comme ça possibles. Donc sachez que ce portail de création de compte n'est pas une option chez WatchGuard, il est fourni en standard. Donc si vous aviez des projets de modernisation simplement de votre infrastructure Wi-Fi, avec notamment peut-être des choses au niveau de radius ou simplement besoin d'un portail pour vos invités, c'est des choses qu'on sait faire maintenant par défaut, donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour ces projets-là. Il y a aussi toute la partie fuite de données, où aujourd'hui un salarié n'a plus besoin d'avoir une clé USB ou un disque dur pour faire fuir de la donnée. Il va simplement envoyer ça tout bêtement sur un Google Drive ou un Dropbox encore une fois, en utilisant évidemment des sites HTTPS, donc c'est impossible à bloquer sur des pare-feux à l'ancienne. Donc là, la bonne nouvelle aussi, c'est que tous les boîtiers WatchGuard
peuvent intercepter plus de 35 formats de fichiers, donc évidemment en incluant les PDF, les PowerPoint, les Excel, etc. Et on a plus de 200 règles prédéfinies qui vont par exemple toper un fichier Excel s'il a plus de 5 numéros de carte bleue ou des numéros IC ou des codes postaux. Donc si vous êtes un industriel avec de la propriété intellectuelle, on peut même mettre en place des règles custom très facilement pour intercepter des documents qui sortiraient avec des mots-clés qui vous appartiennent avec votre propriété intellectuelle. Donc ça, c'est pas nécessairement une fonction qui va intéresser tout le monde. Et si vous êtes expert comptable dans la santé ou si vous manipulez des données financières, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à mettre en œuvre. Si vous souhaitiez d'ailleurs simplement l'évaluer, on a des clés d'évaluation de 30 jours, n'hésitez pas non plus à en faire la demande. Autre point qui est tout à fait important, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, les fameux CryptoLockers. Et je dirais que depuis 6 mois, malheureusement, il y a eu énormément de prospects qui nous ont appelés désespérés en nous disant « Je comprends pas, j'ai un très bon antivirus, un Trend, un i7 ou un Kaspersky, et pourtant, je viens de me prendre un CryptoLocker et on est en train de me rançonner pour que je puisse récupérer mes fichiers. Et bien sûr, malheureusement, ma sauvegarde ne fonctionne pas. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très visible, je crois, depuis 6 mois à peu près sur le territoire français. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, ces virus de nouvelle génération sont ce qu'on appelle polymorphes. C'est-à-dire que un antivirus traditionnel, quand il prend un exe ou un zip, il va le découper, en faire ce qu'on appelle un hash, et comparer ce hash avec sa base de signature. Mais comme ces virus peuvent changer très rapidement, eh bien, quand il fait un hash, l'antivirus, il est à côté de la plaque. À tel point que on a pu récupérer comme ça des souches de virus par des clients ou des prospects qui s'étaient fait infecter. Et quand on renvoie ça sur un site qui s'appelle virustotal.com, qui agrège donc les 54 antivirus les plus utilisés dans le monde, eh bien on se rend compte qu'au jour J, il y a 2 ou 3 antivirus sur 54 seulement qui sont capables d'intercepter ces virus de nouvelle génération. Donc, ça reste évidemment important d'avoir un antivirus de passerelle et un antivirus personnel. Mais si on ne complète pas ça par des technologies de nouvelle génération, donc notamment ce qu'on appelle le sandboxing et l'émulation de code, eh bien on se met en grand danger pour récupérer un CryptoLocker. Donc les CryptoLockers, c'est quoi? C'est une rançon à un moment donné qui s'affiche sur votre écran, où on vous dit, voilà, vos fichiers ont été encryptés avec une clé RSA même 4096. Alors, petite parenthèse, quand vos fichiers sont chiffrés avec une clé RSA 4096, ils sont impossibles à décrypter. Alors, attention par rapport à ça, il y a eu dans la presse un certain nombre d'annonces encore récemment où des réseaux de lockers avaient été démantelés. Mais attention, quand vous avez une variante de CryptoLocker qui est démantelée, c'est seulement les clients qui ont été infectés par cette variante-là qui pourront utiliser les clés publiques pour déchiffrer leurs fichiers. Mais ça ne concerne pas tous les CryptoLockers. Donc c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui ont été chopés, avec le FBI ou je crois qu'il y a eu la police néerlandaise aussi dernièrement, que du coup la menace s'est évaporée. Pas du tout. Donc la menace, elle est plus sévère que jamais, notamment d'ailleurs parce que je crois que on parle ici d'organisations mafieuses, avec un modèle de vente d'ailleurs qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des virus comme ça et qui les louent. C'est-à-dire qu'ils récupèrent 30% des montants qui ont été rançonnés. Donc vous voyez, il y a vraiment un modèle comme ça mafieux. Et pourquoi c'est aussi visible en France dernièrement, je crois, c'est parce qu'il y a des gens qui localement ont relayé ce genre de virus avec des mails qui sont très bien faits. Notamment, il y en a eu un, c'était je crois un fichier CAB, qui contenait une fausse facture d'auto-entrepreneur. Donc vous voyez qu'une facture d'auto-entrepreneur, c'est pas un hacker au fin fond de l'Ukraine qui va penser à ça. C'est qu'il y a effectivement des gens localement qui ont pris le relais avec des bases d'emails qui sont très qualifiées et surtout des cibles qui sont entre guillemets faibles par défaut, notamment les experts comptables et les gens à la finance, qui quand ils voient une facture arriver, a priori pensent que c'est quand même quelque chose de légitime. C'est d'ailleurs la même histoire avec la fraude au président dont vous avez peut-être entendu parler récemment, où c'est des gens par téléphone qui vont menacer un salarié effectivement de licenciement parce que ils appellent toujours au moment où le PDG est en déplacement ou en congé carrément. Et comme ça, ils arrivent à forcer les gens à faire des virements. Et je peux vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc l'humain est aussi extrêmement important évidemment pour se prémunir de ce genre d'attaque. Donc il faut bien faire des formations pour expliquer aux salariés de ne pas cliquer sur n'importe quoi. Donc par rapport à ça, on a la chance chez WatchGuard d'intégrer dans nos boîtiers UTM une solution, ce qui est très peu souvent le cas. On est un des rares éditeurs à pouvoir le faire,
Donc c'est ce qu'on appelle du sandboxing, c'est-à-dire que au lieu de prendre le fichier et de le faire découper par l'antivirus comme on le faisait traditionnellement, on va en plus faire tourner littéralement le fichier dans l'équivalent d'une machine de travail, donc qui est virtualisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour ça intégré une technologie donc qui est fournie par Lastline, qui en plus donc de faire de ce qu'on appelle donc du bac à sable, du sandboxing, va faire de l'émulation de code. Alors pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, ces virus sont tellement sophistiqués qu'ils sont capables de détecter qu'ils sont en train de tourner dans une VM. Et donc, dès qu'ils détectent qu'ils tournent dans une VM, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en veille. Bah là, grâce à Lastline et cette technologie donc on a intégrée dans nos boîtiers, même une application qui est en train de se planquer, on peut effectivement la surprendre. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Rombertic, qui est une variante de crypto qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. On a pu tacler Rombertic très rapidement grâce justement à ce comportement évasif que Lastline a la capacité de détecter grâce à l'émulation de code. Ensuite, cette solution-là, qui s'intègre donc dans nos appliances, c'est très simple à mettre en œuvre. Comme vous pouvez le constater, il s'agit simplement de choisir quels sont les proxys sur lesquels on veut ajouter cette technologie. Donc ça va être très facile d'aller chercher notamment les proxys SMTP, donc pour la messagerie, les proxys FTP, HTTP, HTTPS. J'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui, sur vos proxys SMTP, faites attention de ne pas laisser passer les points CAB, donc ce qui est fait normalement par défaut dans les règles, mais vérifiez que c'est toujours en place. Ou les points SR, c'est quand même anormal qu'en 2015, il y ait des gens qui laissent passer des points CAB. Moi, les points CAB, j'en avais pas vu passer, honnêtement, depuis Windows 95 quand même. Donc, il y a effectivement un travail à faire en amont. Et donc, en termes de bonnes pratiques par rapport à ces fameux cryptolockers, je crois que si vous mettez en amont du filtrage d'URL, du contrôle d'application, ça va permettre d'éviter justement que des salariés aillent traîner un peu n'importe où. Et c'est très souvent d'ailleurs ces salariés qui vont traîner littéralement sur Internet qui ramènent des cochonneries. Si en plus donc on a de l'anti-spam, parce que il se trouve que ces virus nouvelle génération, bizarrement, reviennent par le biais des mails, alors qu'à une époque, il y avait quasiment plus de virus qui passaient par le biais des mails. Là, ce qui devient compliqué aujourd'hui, c'est que c'est des virus qui viennent aussi au travers de macros Excel ou Word. Donc on n'avait pas l'habitude de se méfier de fichiers Excel ou Word en attachement. Bah, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. C'est pour ça que l'anti-spam WatchGuard associé donc à la passerelle antivirale peut aussi être extrêmement efficace, à condition évidemment que tout ça soit complété par le nouveau module APT Blocker. Vous pouvez aussi d'ailleurs donc l'évaluer, il y a une clé 30 jours, donc n'hésitez pas aussi à en faire la demande à france@watchguard.com. Ensuite, donc la visibilité est essentielle. Pourquoi? Parce que si vous détectez des comportements anormaux ou abusifs, vous allez pouvoir les recadrer et donc mécaniquement éviter que ces gens-là finissent par vous ramener des cochonneries. Et donc en prenant un usage raisonnable et ponctuel d'Internet, forcément, ça minimise les risques. L'information aussi à l'utilisateur est critique. Prenez le temps de communiquer sur ces nouvelles menaces. Et surtout, prenez le temps de tester vos sauvegardes. Je peux vous dire que vraiment, on a eu énormément d'exemples récemment où même des clients avaient un NAS localement sur leur réseau, sur lequel ils faisaient notamment des sauvegardes de poste de travail. Mais comme le NAS était accessible par tout le monde via une lettre de réseau, vous pensez bien que le virus, quand il arrive sur un poste, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des mouvements latéraux et il va chercher les autres machines et les autres ressources, notamment les partages réseau. Et donc, il y a des clients comme ça qui se sont retrouvés avec un NAS qui lui aussi était crypté. Donc, c'est catastrophe. Donc, grâce à la console de gestion unique WatchGuard qui est en français, qui peut être web ou Windows, vous allez, parce que vous avez une seule console d'administration, un seul moteur de login, un seul moteur de rapport, vous allez mécaniquement éviter énormément de problèmes liés à la configuration. Il faut quand même savoir que plus de 95% finalement des failles sont liées à des erreurs de configuration, donc à l'humain. Et mécaniquement, quand vous avez cette solution multifonction, vous vous facilitez la vie, puisque tout est dans un seul point. Quand en plus, vous avez des licences qui sont mises à jour souvent pendant 3 ans tranquillement, eh ben, vous évitez d'avoir des produits qui à un moment donné ne sont plus sous licence et ne sont plus à jour. Donc ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait important. Donc en définitive, il y a un vrai problème sur l'inspection HTTPS. Donc ça, je vous invite vraiment à le mettre en œuvre. Si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, je vous invite aussi à assister à nos webinaires techniques à ce sujet. Puisque faire de l'inspection HTTPS, ça ne revient pas à déchiffrer comme ça en brut le flux,
il y a des astuces par rapport à ça, mais c'est là que la donne va se passer sur les 3 prochaines années, c'est sûr. Voilà, j'ai légèrement débordé, donc je vais aller directement donc, sur la notion de log. Les logs sont totalement fondamentales. On vous invite évidemment à faire au moins 12 mois de log, hein, sur tous les problèmes un petit peu épineux qu'on a vus, quand la gendarmerie notamment est intervenue. C'est pas pour savoir ce qui s'est passé la semaine dernière, hein. C'est souvent pour savoir, il y a 6 ou 9 mois, qui était à telle heure, sur tel site, sur quelle machine, etc. Donc il y a en plus un décret qui est très clair hein, sur la nécessité d'avoir au moins 12 mois de log. Donc ça, c'est une très bonne pratique que je vous invite à mettre en œuvre. Donc chez WatchGuard, tout ce qui est nécessaire et suffisant pour faire des logs est fourni gratuitement en standard. On va certainement pas faire des logs en syslog, qui n'est pas un protocole sécurisé, qui est en UDP, donc on drop des paquets, on s'en rend même pas compte. Donc chez WatchGuard, on a un protocole propriétaire qui permet de faire ça très efficacement. On a même des clients qui font des logs en local et qui en plus envoient leurs logs chiffrés chez un prestataire à l'extérieur. Donc là, on est simple en bretelle. C'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc pour terminer, à quoi sert une charte informatique? Eh bien, elle sert d'abord à prouver que l'entreprise a fait ce qui était nécessaire et suffisant justement pour prévenir des comportements déviants. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que finalement, un des intérêts majeurs de cette charte, c'est effectivement de protéger l'entreprise. Donc ça, c'est quand même un concept qui est particulièrement sympathique à vendre à son employeur, hein. On n'est pas là pour faire une charte pour se faire plaisir, on est là pour mettre en place effectivement une charte qui pourra prouver le jour où ça déborde de sa bonne foi. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont goûté un petit peu au juridique à titre personnel, mais quand d'un point de vue juridique, on est capable de prouver sa bonne foi, eh bien ça change tout. Par contre, si on laisse faire tout et n'importe quoi sur son réseau, et qu'à un moment donné, on se plaint qu'un salarié ne fait rien, et qu'on lui met un prud'homme, et qu'on le vire et qu'on se met un prud'homme sur le dos, eh bien là, si on n'est pas capable de prouver qu'on avait cadré ce qui était nécessaire et suffisant et qu'on avait mis en place une règle du jeu, eh bien forcément, on perd. Qu'est-ce que ça contient une charte? Eh bien, ça doit contenir aussi des rappels fondamentaux sur les mots de passe, par exemple, puisqu'en 2014, je vous le donne en mille, mais le mot de passe le plus populaire a encore été 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est pas possible. C'est aussi un très bon endroit, la charte, pour rappeler qu'il y a un truc accessoirement qui s'appelle des droits d'auteur. Donc les jeunes générations, en général, sont pas très à l'aise avec ce concept. On a d'ailleurs écrit pour vous, on a fait écrire pour vous par le cabinet FIDAL un guide des bonnes pratiques pour la charte informatique qui va détailler justement les points essentiels à aborder dans une charte. Si c'est un document qui peut vous aider, n'hésitez pas non plus à en faire la demande à france@watchguard.com. Donc il faut aussi que cette charte soit mise à jour régulièrement. Donc quand on a des clients qui nous disent ouais c'est bon j'ai une charte, je l'ai mise en place il y a 6 ans, eh bien évidemment ces chartes qui ont été mises en place il y a de nombreuses années sont obsolètes parce qu'à l'époque les réseaux sociaux, le téléchargement illicite, etc. n'étaient pas là où ils en sont aujourd'hui. Donc il faut arriver à mettre à jour sa charte régulièrement. On estime qu'en général tous les 18 mois c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et là se pose une question tout à fait basique qui est: est-ce que je dois faire signer ma charte obligatoirement pour qu'elle soit valide? Eh bien, figurez-vous que la réponse, a priori aujourd'hui, ce serait de dire non, parce que si vous la faites signer, ça devient un élément contractuel entre l'employeur et l'employé, et du coup, le jour où vous voulez changer seulement une virgule, vous n'avez pas le droit de le faire sans l'accord des salariés, et là, ça devient un cauchemar. Donc, a priori, aujourd'hui, la bonne tendance, c'est quoi? C'est de publier sa charte à côté du règlement intérieur. Personne n'a jamais signé le règlement intérieur. Par contre, ça doit être fait dans les règles de l'art, typiquement en impliquant le CE, le CHCT. Il faut aussi souvent qu'une copie de la charte, soit remise à l'inspection du travail, etc. Donc c'est un métier et c'est certainement pas celui de l'équipe informatique. Donc faites très attention aussi à ça. On a des responsables informatiques qui nous disaient à une époque, oui c'est bon, j'ai trouvé une charte, je l'ai copié-collé et je l'ai envoyé à tout le monde par mail. C'est mieux que rien. Mais malheureusement, ça ne vaut rien. Donc attention justement de bien laisser ça à des gens dont c'est le métier, des juristes ou des avocats, ne serait-ce que sur la mise en œuvre de la charte, il peut y avoir énormément d'incidences derrière. Donc typiquement, quand on a comme ça des situations prud'homales qui sont quand même souvent douloureuses, c'est pas un coût à 2 000 euros, hein. Ça peut coûter 30, 40 ou 50 000 euros à l'entreprise. Donc finalement, investir dans une solution WatchGuard et dans quelques jours de prestation d'un avocat, le retour sur investissement est quand même extrêmement évident. On a aussi mis les recommandations de la CNIL qui sont pleines de sens. Donc,
de bon sens, pardon, avec notamment cette notion d'usage raisonnable et ponctuel d'Internet, avec donc la capacité d'interdire certaines pratiques illicites, donc vous êtes parfaitement en droit de le faire. Par contre, attention, à bien déclarer à la CNIL effectivement vos logs, puisqu'on a dans les logs par défaut chez WatchGuard, sans avoir besoin d'agent, la capacité d'avoir les noms de login qui sont quand même beaucoup plus intéressants que de bêtes adresses IP. Voilà, et donc bien informer les salariés des dispositifs mis en place. Le parallèle qu'on fait souvent d'ailleurs ici, c'est celui des caméras vidéo. Vous pourriez avoir une preuve vidéo que quelqu'un s'est barré avec les 10 ordinateurs portables que vous venez de vous faire livrer. Eh bien, si la caméra vidéo était cachée, vous pourriez ne pas avoir le droit de l'opposer aux salariés. Eh bien, c'est exactement la même chose avec des logs. Même si vous aviez des logs qui prouvent que si ces logs étaient faits dans le dos des salariés, vous n'auriez pas le droit de les opposer, effectivement. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. On a repris ici le fameux 1384, donc où l'employeur est responsable de l'ajustement de ses salariés, avec la fameuse affaire Escota, où là je crois que c'était Lucent dans le sud de la France, qui s'est retrouvé finalement condamné parce qu'un de ses salariés avait fait un site web satirique pendant l'heure de sa pause, et la société d'autoroute, donc, qui n'avait pas apprécié le site Escroca, au lieu de Escota, eh bien, avait poursuivi effectivement l'employeur, et l'employeur avait été condamné. On en a profité aussi pour indiquer des notions fondamentales, donc notamment cette histoire de proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis, l'information préalable des salariés, etc. Donc ça permet de bien travailler main dans la main avec la DRH. Voilà donc pour la partie charte informatique. Donc ça, c'est le symbole de l'aspirine. C'est pas parce qu'on a parlé de DLP, d'APT, d'inspection HTTPS, etc., que ce sont des projets compliqués à mettre en œuvre. On a justement des partenaires dont c'est le métier qui peuvent vous accompagner. On a même souvent des projets qui démarrent tout simplement avec du VPN SSL pour voir la connectivité distante au niveau PC, Mac, iOS, Android, etc. Et après, on peut effectivement dérouler le filtrage d'URL, puis le contrôle d'application, puis l'anti-crypto-locker. On est vraiment capable de s'adapter à vos besoins. On a même comme ça des clients qui historiquement ont du Cisco ou du Checkpoint. Eh bien, très bien, on les laisse. Et nous, on va simplement compléter derrière ces pare-feux d'ancienne génération, avec notamment les pare-feux nouvelle génération WatchGuard, donc pour la partie IPS et contrôle d'application seulement. Donc voilà la gamme, donc avec des tout petits boîtiers extrêmement intéressants pour les sites distants, les entrepôts, les magasins ou même les TPE ou les professions libérales. Et on a comme ça donc des boîtiers qui peuvent inclure ou pas du Wi-Fi, qui peuvent même inclure aujourd'hui un petit modem ADSL, donc ça vous permet de dégager la box, qui est souvent un problème en termes de sécurité. On a aussi donc des bornes Wi-Fi qui sont pilotées directement par l'UTM, donc ça c'est extrêmement intéressant en termes de politique de sécurité. Et des appliances aussi qui peuvent fonctionner dans votre data center au niveau virtuel, que ce soit sous VMware ou Hyper-V. Donc on va pas rentrer dans le détail de la gamme aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter votre partenaire WatchGuard si vous souhaitiez avoir une offre, déjà pour voir ce que ça peut représenter. On a des promotions évidemment pour notamment des reprises concurrentielles, donc n'hésitez pas non plus à nous challenger. Voilà, on fait de la solution, des solutions de sécurité depuis 1996. On a donc un modèle de vente qui est strictement indirect parce que on estime qu'au-delà d'avoir des outils de sécurité, vous avez aussi intérêt à être accompagné localement par un partenaire qui a d'autres compétences telles que la sauvegarde, on l'a dit, hein, aujourd'hui sur des problématiques crypto-locker, c'est un sujet qui est tout à fait important. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Merci donc de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Si vous aviez la volonté donc de participer à d'autres webinaires, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un email à france@watchguard.com. On vous fournira donc les différentes sessions. Merci encore et très bonne journée. À bientôt. Au revoir.